Bonsoir Loïc. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Un peu fatigué, Ouais. mais bon, j'ai écouté le dernier épisode et j'étais trop fatigué. C'était très dur à écouter pour moi. Je bégayais, je cherchais mes mots, donc on va essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est pour ça que tu as bu 1 litre de café avant de commencer. Exactement, je suis au max. Ok, très Je bien. suis au max, j'ai fait 16 pompes, c'est bon, on peut y aller. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Ouais, non mais pas Je tous en même temps. Très bien. Je rajouterai un bruit de public, c'est bon, t'inquiète. Alors, ce soir, de toute façon on enregistre toujours le soir, donc ça c'est super. On reçoit Juliette Pochelu qui nous fait une thèse en études anglophones. Tout à fait, en littérature britannique. Et bonjour Juliette du coup. Bonjour. Est-ce que ça va? Un petit peu intimidée, mais ça va très bien. T'en fais pas, c'est normal, nous aussi on est intimidés. Moi je fais ça depuis genre 1 an et demi, 2 ans, et en fait je suis toujours comme ça quand j'enregistre. Bon, Ouais. les gens ils me voient pas faire ça, mais c'est pas grave. Il y a un peu de stress. Toujours un peu de stress. Mais T'as pas t'inquiète l'air, pas, en tout cas. ça déroule au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Alors du coup, on te reçoit pour une thèse que tu fais donc en études britanniques, anglophones, Anglophone. Oui, voilà. anglophones, à l'université de Bordeaux-Montaigne, Mhm. qui s'intitule La fiction polaire britannique du 19e siècle, ouvrir les frontières de l'aventure. Tout à fait. C'est déjà très littéraire et poétique sur rien que le titre de la thèse. Ça change des thèses en biologie où vraiment la molécule machin Ouais, accrochée c'est au vrai. récepteur truc. D'accord. C'est vrai qu'au premier abord, ça donne plus Nous, envie, c'est mais hyper littéral, genre vraiment. C'est ça, point. Voilà. Y a pas de... Du coup, comment tu es venu à faire une thèse dans cette, en études anglophones? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là? Déjà, j'ai commencé mes études tout de suite dans l'anglais dès que j'ai passé le bac. Du coup, en 2015, je suis venue à Bordeaux parce qu'au Ouais. départ, je viens du Pays Basque. Et donc, je suis montée hors du Pays Basque à Bordeaux. Donc, j'ai fait cette licence. J'ai fait une année d'Erasmus à Manchester. Et ce qui était censé être une année à l'étranger est devenu 4 ans, Ok, trop où bien. je suis restée là-bas. Et j'ai fait mon master à distance avec Bordeaux-Montaigne, mais de là-bas, du coup. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la littérature britannique et à la période victorienne, donc du 19e siècle en général. Et donc, voilà, j'en suis venue à faire une thèse donc, de littérature sur un sujet qui n'a à peu près rien à voir, mais sur des auteurs que j'aime beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'était il y a longtemps. pourquoi? Pourquoi? C'est Comment on ça. en arrive là? C'est ça, exactement. Et en fait, pendant mon master, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur une expédition en particulier qui s'appelle l'expédition de John Franklin, qui est une expédition extrêmement connue qui a disparu dans l'Arctique en 1845. Ok. Moi j'ai zéro culture, donc faut tout faire comme si, D'accord. comme si j'avais genre 8 ans et que tu Ok, et, très bien. la littérature. Et donc, en fait, en parallèle de l'écriture de mon mémoire de master, donc Ok. pendant le premier confinement d'ailleurs, en fait, je faisais mes petites lectures loisirs où je lisais beaucoup de choses sur l'exploration polaire britannique en général. Et c'est à la fin de l'écriture de mon mémoire que je me suis dit que ça pourrait être une belle thèse, en fait, finalement. J'en ai parlé avec ma directrice de thèse, qui a tout de suite été hyper enthousiaste, qui a adoré le sujet. Mais je savais que si je voulais avoir une carrière après dans l'université française en études anglophones, il fallait malheureusement que je passe l'agrégation. Ah, ok. Voilà, et Oupsie. du coup, c'est ça. Et du coup, après mon master, en fait, j'ai fait une année de pause, une petite année de césure où je me suis fait des économies pour justement pouvoir passer l'agrégation, faire la prépa agrégation sans avoir à travailler. l'agrég avant de faire une thèse. Ouais, tout Mais à fait. quel Ouais. enfer. Donc j'ai eu l'agrég en 2022. Félicitations. Merci. J'ai validé mon stage du coup que j'ai fait en lycée à Libourne, pas très loin. Ouais. Et voilà. Et ma directrice était toujours avait toujours envie de me prendre en thèse avec ce sujet-là sur l'exploration polaire. Et donc ça s'est fait à la rentrée 2023. Et j'ai aussi eu la chance d'obtenir un contrat doctoral pour cette rentrée 2023. Donc là, Ouais, donc je t'es financée en plus. suis financée, ouais. Waouh, c'est hyper rare dans ton Oui. domaine. Ça, C'est vrai, en clair. littérature, tout à fait. En C'est vrai. littérature, mais de toute façon, en sciences humaines, de façon générale, c'est rare. Mais alors, en littérature, oui, j'imagine que le truc, plus c'est niche, plus t'as l'impression que oui, bon, ils vont griffouiller un truc dans un coin. Ils peuvent faire ça le soir. Hein. Exactement. C'est un peu. Et le fait d'avoir eu la Greg, ça t'a aidé pour avoir le financement ou c'est vraiment une question de contexte, t'es arrivé au bon endroit au bon moment Ça rajoute une ligne au CV, Ouais. c'est pas plus mal. Surtout dans ce genre de matière-là, dans les sciences humaines et sociales, c'est vrai que
c'est pas plus mal de l'avoir. Et surtout qu'on sait que pour après la qualification CNU, ça va être vraiment un plus dans le dossier. Ouais, c'est sûr. Donc oui, peut-être que ça m'a un petit peu aidé, oui. La qualification CNU, on peut expliquer parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est un petit peu lointain pour moi, du coup, ça va être dans quelques années. Mais c'est en gros à l'issue de la thèse, quand on obtient la thèse avec une bonne note, etc., quand on l'obtient, comment dire, en fait, il faut candidater au CNU pour pouvoir postuler au job de maître de conférence partout en France. Parce que les candidatures sont donc des petits concours, en fait. Et pour avoir accès à ces petits concours dans chaque université, il faut avoir cette qualification CNU. Voilà. C'est ce que j'ai prévu de faire cette année. C'est je vrai. sais pas quand je vais trouver le temps de faire ça, mais... Oui, c'est pas limité au sens social. Non, tu peux le repasser tous les ans. Et de toute façon, tous les 2 ans, il faut que tu le repasses tant que tu n'as pas de poste. Exactement. D'accord. Donc, il faut que tu aies fait un certain nombre d'heures de cours, faut que tu aies publié suffisamment d'articles dans le domaine pour lequel tu postules. Tu peux postuler pour plusieurs domaines. Genre, moi, je peux postuler en neurosciences et en psychologie, parce qu'il y a 2 domaines différents. Et les critères, c'est à peu près les mêmes, mais pas exactement les mêmes. Et du coup, il faut que tu justifies que tu puisses être maître de conf derrière. Voilà. Et c'est en décembre, je crois, la qualif. Il me semble. Je crois qu'ils avaient changé la date. Il y avait une histoire cette année, il y avait quelque chose. C'est trop chiant. Il faut postuler sur Galaxy, c'est la pire plateforme de l'univers, je crois. Navré pour les gens qui ont codé ça, mais c'est vraiment une catastrophe. T'as l'impression d'être un vieux site des années 2000. Je pense qu'il a 25 ans, ce site. Ouais, je pense qu'il a été ouvert, ils l'ont pas touché depuis. Ça se voit. Donc juste pour revenir sur les limites du sujet de ta thèse, donc les questions que je vais avoir, c'est assez basique, mais pourquoi spécialement l'Angleterre ? Bon, tu as eu un rapport particulier avec l'anglais pendant ton parcours, donc j'imagine que ça a forcément joué. Et pourquoi cette période-là ? Donc j'imagine que c'est lié probablement au colonialisme et ce genre de choses. Et voilà, les Anglais ont fait beaucoup de choses à cette période. Mais est-ce qu'il y a des raisons plus particulières ? Est-ce que c'est eux qui ont le plus étudié ce sujet ou voilà ? En fait, au 19e siècle, il y a eu un réel engouement pour l'exploration polaire là-bas qu'on n'a pas eu, par exemple, en France, ou à bien moindre mesure. En fait, depuis environ le 16e, 17e siècle même, les Anglais étaient très intéressés par l'idée du passage du Nord-Ouest. Je ne sais pas si vous connaissez cette hypothèse géographique. En gros, ils savaient qu'il y avait un passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique par l'Arctique canadien. Et en fait, ce serait une richesse commerciale incroyable de savoir traverser ce passage, en gros. Et du coup, ça faisait depuis environ le 6e siècle que les Anglais, que les Britanniques et même les Néerlandais cherchaient ce passage. Et en fait, il y a une espèce de... Comment dire, une conjonction de... Une conjonction de plein de choses qui sont passées au tout début du 19e siècle, qui était principalement la fin des guerres napoléoniennes et l'amirauté britannique qui a pris de plus en plus de place dans l'armée du pays, en gros. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à envoyer de très grandes expéditions à partir de 1818 avec l'expédition de John Ross pour trouver ce passage du Nord-Ouest mythique et fantasmé. Et du coup, ils l'ont trouvé, ce passage, ou il n'existe pas ? Non, il existe. Il y a plusieurs passages du Nord-Ouest, d'ailleurs. Ils en ont tous trouvé un. Ils l'ont trouvé... Enfin, les Anglais, d'ailleurs, l'ont trouvé. Ils ne l'ont pas navigué, mais ils l'ont trouvé en 1854 avec l'expédition de Robert Bunclaw. Mais le premier à l'avoir navigué, c'était un Norvégien qui s'appelle Roald Amundsen ils se sont fait doubler 1906. Exactement. Voilà. Et c'est ce même explorateur norvégien est le premier à avoir atteint le pôle sud aussi. Voilà. Une star. Une grande star de l'exploration polaire, exactement. Et une autre question que j'ai avant de vraiment rentrer aussi dans le sujet, c'est, vu la thématique qui est particulièrement historique, qu'est-ce qui fait que tu es allé plutôt vers le fictionnel ? Parce que je me dis, si tu veux te renseigner sur ce domaine et l'explorer à fond, tu vas être obligé d'utiliser quand même des textes et des ressources historiques qui sont non romancées si tu veux avoir la vraie histoire, entre guillemets, si ça existe. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à étudier surtout les romans ? Parce que c'est une passion ou parce que aussi c'est des ressources qui sont quand même intéressantes ?
Principalement parce que ce sont des ressources qui n'ont pas été vraiment exploitées et étudiées. Ok. Alors que l'histoire avec un H majuscule a été faite plusieurs fois. Ouais. Et il y a des gens qui l'ont fait et qui le feront bien mieux que moi. Mais en effet, je compte également dans ma thèse travailler sur les textes qui ont été écrits par les explorateurs et qui étaient publiés. Okay. Genre un peu leur journal de bord, etc. Exactement, qui étaient remaniés par l'amirauté et ensuite publiés et qui étaient des énormes best-sellers en fait. Okay. Et donc voilà, après, mon étude sera bien sûr sur le texte et sur la fiction, etc. Mais je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que ces journaux, ces écrits étaient lus par tout le monde, dont les auteurs de mon corpus. L'imaginaire collectif de tout ce qui a été fait à l'époque. Okay. C'est ça. Et j'ai une question hyper naïve aussi avant qu'on parte sur la thèse vraiment. Comme tu as fait un séjour à l'étranger de 4 ans, je suppose que tu es complètement bilingue en anglais. Oui. Tes livres, tes ressources, tu les lis en anglais ou en français traduit? Mon corpus est en anglais. Ok. Tout à fait. C'est un choix de ta part. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre les deux ou pas? Est-ce que tu sais si... La plupart de mes bouquins n'ont pas été traduits en fait. Okay. Et beaucoup de mes bouquins d'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont été édités, c'était au 19e siècle. Okay. Ouais. Donc je travaille sur beaucoup de très vieux bouquins. Ça fait une bibliothèque magnifique chez moi avec de très vieux bouquins. Mais non, ces bouquins-là sont vraiment restés dans le contexte britannique. Ils ont peu rayonné en fait finalement à l'étranger. C'était vraiment culturel local et c'était pas trop. C'est ça. Après en France, on avait Jules Verne et d'autres auteurs qui ont traité des régions polaires, mais c'est vrai que les bouquins britanniques sont vraiment restés là-bas. Okay. Mais à lire, du coup, c'est de l'anglais d'une autre époque. À quel point c'est difficile? Enfin, moi, je me considère pas comme bilingue. Est-ce que tu penses que je pourrais arriver à comprendre ce que je lis ou Oui, il y a des mots qui seraient peut-être un peu compliqués ou des structures un peu comme le surannées. français, mais oui, c'est ça. Mais ça a pas beaucoup vieilli, je trouve. À partir du disons 18e siècle, c'est tout à fait compréhensible. Ok, bon, si t'es tu pas parles perdu. bien anglais. Bon, très bien. Ok. On démarre sur le sujet du coup. Donc ta thèse, là ça fait 1 an à peu près et demi que tu as commencé. T'en es où? Qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est quoi un peu la méthodologie que tu as mis en place? Par exemple, comment tu choisis ce qui a intégré ton corpus? Comment tu en as exclu? C'est quoi tes critères et qu'est-ce que tu récupères de chacun des bouquins, quoi? Est-ce que tu te fais un transcrit? Juste pour te donner une idée, on a interviewé Anastasia dans le dernier épisode où elle, c'était dans le cinéma qu'elle étudiait donc le queer au cinéma, dans le cinéma russe, et elle se faisait les films et elle se refaisait un script à partir du film pour ensuite avoir tout sous les yeux de chaque scène. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te prends tes passages et t'en crées un seul, tu te les remets sur une seule et unique page, ou comment tu bosses ça, quoi? Ok, donc c'est 2 questions extrêmement différentes. Ouais. Il a répondu il a récupéré ma question pour changer de question. Parce que je la trouvais trop ouverte en fait, ta question. Oui. Du coup, question large, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Et question plus précise. Ok, tu peux commencer dans l'ordre que tu veux. Je vais peut-être commencer avec celle de Loïc parce qu'elle correspond plus à ce que j'ai fait en amont de la candidature du contrat doctoral finalement, et finir avec la tienne. Donc c'est vrai que le travail de la composition de mon corpus a été assez fastidieuse. Parce qu'en fait, j'ai dû faire un petit peu un inventaire de tous les livres et de tous les romans. Enfin, moi, je travaille du coup sur les romans et les nouvelles, donc tous les récits fictionnels qui traitent de l'Arctique et également de l'Antarctique, dont certains, n'ayant pas été édités depuis 150 ans, finalement, sont assez durs à trouver. Donc en fait, ça a été une première difficulté de ma thèse de me faire mon corpus et aussi de me procurer les livres. Ouais. Et comment tu sais qu'est-ce qui a été fait à cette époque-là? Est-ce que tu avais déjà, est-ce que vous avez des ressources où on sait qu'il y a des livres qui sont parus, ou est-ce que c'est des références dans d'autres livres qui t'aident à les savoir qu'ils existent? C'est vraiment de tout. Il y a des livres extrêmement connus, comme par exemple Frankenstein de Mary Shelley. Ouais. Enfin, voilà, une grande référence. Donc, il y a des grands auteurs canoniques dans mon corpus, mais il y a aussi des auteurs un petit peu moins connus, notamment de romans d'aventure vers la fin du siècle, etc. Et en fait, c'est vraiment en lisant des livres critiques sur le sujet que j'ai commencé à noter des noms, à aller voir les bibliographies à la fin. J'ai rencontré des experts aussi qui m'ont dit « Ah, est-ce que tu as entendu parler de cette nouvelle ?» « Oh non, tiens, je vais l'intégrer dans mon corpus. » Donc voilà, en fait, c'est vraiment un travail de patchwork, de plein de données, de data que j'ai glané finalement au fil des mois. Donc voilà comment s'est fait l'inventarisation de mon corpus. Okay. Ensuite, comment je travaille?
En fait, c'est assez similaire ma façon de faire à Anastasia, visiblement. Parce que en fait, je lis les bouquins. Vu que ce sont des vieux bouquins assez fragiles, j'ai pas trop envie de les annoter ou d'écrire des choses bien dessus. sûr. Quoi. Et donc, je me fais des dossiers sur mon ordi où je résume chapitre par chapitre, où je prends les citations qui me paraissent intéressantes. Peut-être que je mets des grands thèmes en vert sur le côté pour dire « Ouh, là, il y a une question de genre, là, il y a une question de ceci, là, une question d'impérialisme ». Donc voilà, en fait, j'essaye de faire en sorte de pouvoir bien m'orienter et bien naviguer en fait dans ces bouquins. Voilà. Et ce que j'ai fait du coup jusqu'ici, donc pendant mon année, disons, et un tiers de thèse, j'ai principalement relu les livres de mon corpus. De nombreuses fois, j'imagine. Pour l'instant, une fois, j'en ai quand même pas mal, parce que ça met longtemps à les lire quand même. Évidemment, on les lit extrêmement lentement. J'ai aussi un petit peu écumé les livres critiques qui vont m'être assez essentiels. Et je me suis aussi concentrée sur les communications et j'ai écrit un article et une recension. Et voilà. Donc il y a certes le travail de thèse, mais dans le parcours doctoral, il y a aussi beaucoup de choses à côté. Ouais, la dissémination des données et puis les formations aussi, je suppose que tu Oui, fais exactement, la formation doctorale, etc. Donc, j'ai un petit peu voulu bien charger cette première année avec des communications, etc., histoire de ne pas avoir à les faire pendant l'année de rédaction. Okay. C'est la bonne stratégie, a priori. Ouais, tant mieux. Question sur le corpus en lui-même. Tu as combien de bouquins que tu as intégrés dedans, donc romans et nouvelles, et ça s'adresse à quel public? Est-ce que c'est du jeunesse, du adulte, des deux ou... Alors, j'ai vérifié avant de venir. Pour l'instant, j'ai 9 romans et 4 nouvelles. Ok. Dans les romans, j'intègre aussi les novellas, c'est-à-dire les romans courts. Ok. Et ce sont principalement des livres destinés au public général. Il y a notamment pas mal d'histoires de fantômes, ou par exemple comme Frankenstein, des histoires un petit peu plus surnaturelles. Et vers mes livres qui ont été écrits et qui ont été publiés vers la fin du siècle, ça va être donc les romans d'aventure qui étaient plus destinés aux jeunes. Pas forcément aux petits-enfants, mais aux jeunes garçons. Aux adolescents, quoi. Aux jeunes adolescents, exactement. Donc, il y a une espèce de régression dans l'âge du public dans mon corpus, en fait. C'est assez intéressant. Au fil des périodes où ça a été publié, tu veux dire? Au fil des ans, ça descend en termes d'âge. Okay. Donc, c'était parti sur un truc un peu grand public où on fait un peu rêver les gens en disant « Regardez, il y a l'Arctique, il y a l'Antarctique, on va trouver des trucs de fou. » Et puis, petit à petit, c'est devenu un peu le truc... un peu genre le jeu quand t'es petit et après ça passe, quoi. Il y a le Père Noël, c'est ça? C'est ça. Non, mais étrangement, le Père Noël il n'est pas mentionné. J'avais préparé plein de questions sur le Père Noël. Dommage. Ouais, c'est ça. En fait, au départ, il y avait cette idée d'émerveillement autour des régions polaires et d'ailleurs, on ne distinguait pas forcément l'Arctique, l'Antarctique. C'était un petit peu la même chose, les mêmes paysages dans l'imaginaire britannique collectif. Et petit à petit, en fait... Les récits polaires sont devenus des récits d'apprentissage où en fait on pouvait apprendre à devenir un vrai homme victorien, chrétien, au travers des paysages blancs, visiblement vierges, de l'Arctique. Tu pars tout seul avec ton sac à dos dans ton petit bateau et tu deviens un homme. Quand tu rentres, t'as la barbe plus que là. C'est ça. Et t'as dit deux fois du coup garçon et homme, c'est intentionnel, c'est qu'effectivement tu considères que ces ressources elles étaient principalement destinées à des petits garçons? Oui, ouais, tout à fait. Et c'est parce que c'est aussi des auteurs qui sont masculins principalement ou il y a Oui, j'ai que 2 femmes dans mon corpus. Ouais, donc c'est principalement des hommes. Ok. Et si on regarde les expéditions dans la vraie vie, c'était également le cas du coup, j'imagine, à cette époque-là? Oui, absolument. Ouais, ok. Il y a eu quelques femmes vers la fin du 19e siècle, principalement aux États-Unis. Okay. C'est vrai qu'en Angleterre, on est vraiment resté sur un modèle masculin, victorien, chrétien. Très classique. Voilà. Okay. Et vis-à-vis du thème, j'ai toujours la même question quand il y a un corpus, c'est comment tu distingues, où tu mets la limite de c'est le sujet, c'est l'exploration des pôles. Typiquement, est-ce que le scénario, c'est directement ça va être l'exploration? Ou par exemple, tu as un personnage secondaire qui, lui, c'est sa quête, mais ça fera pas
ce sera pas le récit principal, et où toi tu te situes, à quel moment tu vas l'exclure de ton corpus en te disant bah non, c'est pas vraiment ça le sujet. Comment tu te fixes ces limites-là de façon un peu objective, si c'est possible, quoi. Dès que l'Arctique et l'Antarctique étaient centraux dans les bouquins, je les ai inclus. Ok. Des fois, c'était très marginal, notamment par exemple dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un bouquin extrêmement connu au Royaume-Uni. Elle en parle à un moment, et donc j'en parlerai dans ma thèse, évidemment que je le citerai, mais c'est tout à fait marginal. Ouais. Maintenant, je me suis vraiment concentrée sur les livres où c'est vraiment le cœur de l'intrigue. Ok. Dans lequel c'est le cœur de l'intrigue. Okay. Mais c'est l'endroit en tant que tel, où il faut qu'il y ait vraiment une exploration, il faut que ce soit genre des gens qui partent en bateau, découvrir les terres, ou est-ce que ça peut être genre des gens sur place qui habitent là-bas, ou faut qu'il y ait les Britanniques faut qu'il y ait une démarche des Britanniques ou des Norvégiens qui partent à l'aventure. Moi, du coup, je me concentre vraiment sur les Britanniques. Okay. Et oui, en effet, ils n'ont quasiment uniquement écrit que sur les explorations, ou sinon sur la chasse à la baleine, sur les baleiniers qui partaient, notamment Arthur Conan Doyle, qui est le père de Sherlock Holmes. Ça, je le connais celui-là. Voilà. T'en as lu? J'en ai lu Super. beaucoup. Il a écrit 2 nouvelles, dont une de Sherlock Holmes, qui prennent pour sujet les chasseurs à la baleine, par exemple. Ok. Ouais, c'est un sujet que moi j'étais passé à côté. J'avoue que j'ai pas lu, je pense pas avoir d'œuvre en tête. Ou d'exploration, moi non plus. Ouais. Non, parce que Marocco, c'est sur le bon endroit sur Terre, mais par contre, c'est pas une exploration. D'accord. Et est-ce qu'il y a une distinction entre les deux pôles? Parce que bon, d'un point de vue géologique, ils n'ont pas grand-chose à voir. Même en termes de proximité, Oui, de puis géographiquement, géopolitique, ils appartiennent pas. Alors, je sais plus s'il y en a un qui appartient à un peu tout le monde et l'autre qui appartient à personne, ou je sais plus exactement. Peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer ça. Mais est-ce que tu vois une différence de traitement majeure entre les deux, où ils sont considérés comme des terres inconnues à découvrir? En fait, on voit un petit peu les deux perceptions, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas de l'Arctique et de l'Antarctique dans la littérature, je parle de la perception qu'avaient les Britanniques de ces deux régions. Ouais, ok. Et donc, ce sont évidemment des perceptions extrêmement subjectives, extrêmement fantasmées, de terres très lointaines. Et donc, oui, au niveau des paysages, c'est vrai qu'ils les voyaient un petit peu de la même façon. En plus, dans l'imaginaire collectif, c'était les mêmes explorateurs qui étaient allés dans le nord et dans le sud, notamment James Cook au XVIIIe siècle et James Clark Ross au XIXe. Donc voilà, pour les Britanniques, je pense que c'était un petit peu la même chose, à part que l'Arctique avait été beaucoup plus visité que l'Antarctique à l'époque, et surtout que l'Arctique était peuplé. Il y avait des gens là-bas. Donc on peut l'explorer comme on veut. Et il y avait des gens qui y habitaient déjà, et rien n'a été découvert finalement. Tout était déjà connu par les populations inuites. Et donc il y a cet élément-là qui est assez intéressant aussi quand les explorateurs de ces récits partent en Antarctique. En fait, on peut tout imaginer dans l'Antarctique. On peut imaginer des ours polaires immenses. On peut imaginer n'importe quoi. Tu peux fantasmer n'importe quoi, vu qu'il n'y a personne qui a foutu les pieds. Tu peux te dire, il y a des monstres énormes. Exactement. Les pingouins, ils font 4 fois la taille des autres. C'est ça. À part que dans l'Arctique, on fantasmait des choses qui existaient finalement. Et notamment la perception et la représentation des personnes inuites est assez intéressante. Intéressante. Tu veux dire on va dire raciste. On va dire raciste. Très ambivalente en tout cas, ouais. Ouais, on imagine. Je me représente pas bien parce que je suis archi nulle en histoire. Ils étaient comment les gens à l'époque, à cette époque-là, les Britanniques, c'était quoi il se passait quoi dans cette période au niveau historique? Ils se comportaient comment? Ils ressemblaient à quoi? C'était quoi leur, je sais pas, la mode? J'en sais rien. Tu vois, j'arrive pas. Non, mais ils ressemblaient à quoi dans le sens où comment est-ce qu'ils vivaient? Ils avaient quoi comme, on en était où en termes de connaissances scientifiques? Je me représente très mal de cette période. De façon générale, je me représente très mal l'histoire, mais c'est un autre problème. Pour qu'on puisse situer un peu qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance finalement du monde. C'est la révolution industrielle, a priori. Voilà, je veux dire, est-ce que tu as 4 heures devant toi? Donc on a le temps que tu veux. C'est tout à fait ça. Donc c'est la révolution industrielle a été l'un des principaux moteurs finalement des époques georgiennes et victoriennes, donc au début et à la fin du 19e siècle. L'impérialisme a également été extrêmement important.
C'est à cette période, enfin, l'impérialisme existait déjà, mais c'est à cette période-là qu'ils ont vraiment pris conscience de, comment dire, qu'ils ont vraiment mis à profit la domination qu'ils avaient sur le monde, notamment avec l'établissement du Raj britannique en Inde en 1858. Voilà, ils ont vraiment voulu asseoir leur autorité sur la scène mondiale. Et après, au niveau des connaissances scientifiques, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révolution de la théorie de l'évolution avec Charles Darwin, donc en 1859, me semble-t-il. Ça me parle la date. Ça te parle, toi, la date? J'ai pas les dates. T'as pas les dates? J'ai Moi, les la dates date de est bien. sortie des films que j'aime bien. C'est à peu près tout. C'est un autre genre de date. Mais à titre de comparaison, pour un petit peu que vous évaluiez la popularité des explorations polaires, finalement, le bouquin de Darwin, qui est sorti en 1859, il a été vendu à 1250 exemplaires, première édition. Et donc, il a été très bien vendu, best-seller. Ok. À côté de ça, la même année, un explorateur qui s'appelle Francis Leopold McClintock a sorti un journal de voyage qui s'appelait The Voyage of the Fox. Et les préventes se sont élevées à 7000 exemplaires. Ok. Donc, on est vraiment pour l'époque, on est vraiment sur des grosses des énormes quantités. best-sellers. Contre, c'est fou parce que les quantités par rapport aux ventes ouais. aujourd'hui, c'est ça. 1000 exemplaires, c'est un flop, quoi. C'est vraiment, personne t'a lu, quoi. Exactement. Donc, Et en même temps, intéressant. t'avais pas la Fnac à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Et pas Amazon. Ouais. Ça, c'est sûr. Tu peux pas commander ton... Non, mais n'importe quoi. Une autre question un peu plus sur l'affect. Parmi les œuvres de ton corpus, à quel point c'est dur de les lire pour toi? Tu as l'air passionné, du coup, donc j'ai l'impression que ça va être plutôt cool, mais parce que, est-ce que tu les gardes parce qu'ils sont intéressants? Est-ce que tu les gardes parce que tu les apprécies aussi? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce qu'il y a des livres que tu détestes, par exemple, dans ton corpus et tu sais que ça va être très dur d'y revenir? C'est quoi ton rapport à ces Je veux dire, œuvres-là? est-ce qu'il y a des auteurs qui écrivent un peu comme Tolkien et c'est imbuvable et ouais, faut puis- batailler pour lire ou... J'adore Tolkien. Mais j'adore Tolkien, mais il y a des gens qui considèrent que c'est imbuvable d'un point de vue descriptif. Bah, moi, je dirais rien, j'ai pas de personne ado, mais bon, j'ai un avis. Il y en a que j'aime un petit peu moins que d'autres. Hmm. Il y en a aucun que je déteste. Ok, Je trouve déjà, que, c'est cool. ouais, je trouve que tous ont leur petit intérêt. Ok. Après, ça me fait du coup 13 œuvres en tout. C'est sûr qu'il y en a que je vais préférer à d'autres. Ouais, ouais. Notamment Frankenstein, c'est un de mes bouquins préférés au monde. Je l'ai lu 10 fois, je pense. Donc voilà, un petit peu des deux, mais je pense que c'est normal. Je pense que toutes les personnes qui écrivent une thèse en littérature, où justement ils comparent un petit peu, ils croisent les regards de plusieurs auteurs, il y a certains auteurs qui vont plus lui parler que d'autres. Ouais, bien sûr. Mais oui, pour revenir sur Anastasia, c'est vrai qu'elle regardait des œuvres avec lesquelles elle était souvent en désaccord total. C'était la représentation du queer à une époque où... Enfin, d'ailleurs, c'est toujours le cas en Russie, mais... Oui. Donc, c'était parfois douloureux, les visionnages. Donc, c'est cool si tu arrives au moins à te retrouver un minimum de plaisir dans la lecture. C'est cool. C'est ça. Après, les romans d'aventure que j'étudie, donc ceux de la fin du siècle, ce sont des récits impériaux, quoi. Ouais. C'est vraiment pour... Oui, il reste des thématiques oui. un Ah peu douloureuses, quoi. Exactement. Qui passeraient pas maintenant. par là. Bonjour. C'est ça. Et en fait, on comprend pourquoi ces livres n'ont plus été édités maintenant. En fait, ils sont tellement surannés, tellement désuets en fait, dans leur... Puis il faudrait pas que les gens ils se redisent tiens, c'est une bonne idée ça finalement. Non, bon, c'était pas mal à l'époque en fait. Ouais, pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, ça c'est clair. L'actualité. Ouais, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin bref. Alors, on enregistre le 7 novembre, si jamais. Hein. Rappelez-vous de ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai une question. On va du coup rentrer un peu plus sur la thèse en tant que telle et qu'est-ce que tu fais dans ta thèse. C'est quoi l'objectif? Donc, tu as ce corpus de nouvelles et de romans. C'est quoi que tu veux en faire? C'est quoi que tu cherches dans ces histoires finalement? C'est quoi la représentation? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier que tu veux extraire? L'évolution, peut-être, au cours du temps aussi, du traitement du sujet. Oui, exactement. C'est aussi pour ça que j'ai un corpus qui s'étend sur une période assez longue, finalement, de environ, du coup, 1818 à, je crois, 1895, par là. Okay, donc, c'est quasiment tout le 19e siècle, en fait. Et ce que je recherche, en fait, déjà, c'est une thèse, lapsus de littérature et donc en fait je vais vraiment étudier les textes et en quoi les référents spatiaux de l'Arctique et de l'Antarctique en fait ont influencé le texte.
Ok. et en quoi peut-être certains genres littéraires ont été modulés par cet environnement, en quoi le réalisme a peut-être été un petit peu changé dans certains bouquins, où il y a des occurrences de fantômes, par exemple, Ok. ou comment, par exemple, les romans d'aventure déjouaient un petit peu le but colonial initial de leur texte. Donc voilà, en fait, voir comment les régions polaires, en fait, ont, comme je dis dans le titre de ma thèse, vraiment ouvert beaucoup de frontières, en fait, au niveau générique. Et aussi, par exemple, au niveau de... je vais étudier aussi pas mal la typologie des personnages, du capitaine du bateau d'exploration comparé au capitaine du baleinier, par exemple, et voir un petit peu les personnages qui en ressortent, en fait. Et en fait, je pourrais dire tellement plus de choses sur, sur le sujet. Mais en même temps, étant en deuxième année, c'est vrai que j'ai plein de choses à découvrir encore dans mon corpus. Oui, ça c'est normal. Est-ce que dans ce que tu as fait pour le moment, tu as déjà, par exemple, extrait des thématiques? Parce que je me souviens qu'on avait enregistré Baptiste qui travaillait sur la littérature aussi. Et lui, par exemple, il se faisait des codes couleurs et chaque code couleur, c'était associé à une thématique. Donc, il travaillait sur l'homosexualité dans les livres jeunesse. Et il extrayait, par exemple, les thèmes comme l'amour, des thèmes comme un peu plus dark, comme la mort, la dépression, tout ça. Et du coup, il se faisait un peu un code couleur dans les livres pour ressortir les informations. Est-ce que tu as ce type de hiérarchisation? Et est-ce que tu as... Pardon, moi je dépose dans mes questions. Est-ce que tu as des types de hiérarchisation? Est-ce que tu as déjà des thématiques que tu ressors de tes bouquins? Alors, j'ai pas forcément un système de code couleur, etc. Et j'ai envie de mieux gérer Excel et de pouvoir faire ce genre de choses, de pouvoir un petit peu visualiser tous les textes et tous les thèmes en fait sur un spreadsheet là. Mais en effet, il y a des thèmes qui ressortent dont on a déjà parlé aujourd'hui, comme par exemple l'impérialisme, le genre, la cartographie notamment. Ouais. C'est un truc qui m'intéresse énormément, la frontière très poreuse entre la géographie réelle et la géographie totalement fantasmée d'un pôle Nord qui a été atteint, alors qu'il n'a été atteint qu'au début du XXe siècle par les Américains. Mais voilà, les Britanniques s'imaginaient beaucoup de choses de ces régions, et en fait, cette espèce de porosité en fait entre le vrai et le faux, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ouais. Okay. Donc même tout ce qui est, tu mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est monstre, un peu fantôme, tout exactement, ce qui était le surnaturel le aussi, surnaturel qui thème doit extrêmement être, intéressant, ouais. Qui devient très vite la base quand tu fais un truc un peu d'aventure. Tu te dis. Pourquoi t'écris un peu? Bien sûr. Non, moi j'écris juste les descriptions pour taisez-vous et personne les lit, c'est tout. Je suppose que personne les lit. Moi je les lis. Bah oui, mais toi je t'oblige à lire, c'est autre chose. C'est vrai. Est-ce que parmi ton corpus, tu aurais une œuvre qui t'a marqué particulièrement et que tu voudrais faire partager aux gens parce que tu sais qu'on est passé à côté? Parce qu'autant il y en a, c'est évident, on les a. Et tu parles de Frankenstein, bon, je pense que ça sert à rien de le recommander. Mais est-ce que tu en as un qui tu trouves particulièrement intéressant et ce serait cool si les gens l'avaient? Et là, vu ta tête, peut-être pas. Donc, Justement, j'ai envie de dire tout le corpus, en fait. Tout le corpus. Alors, vous savez lire l'anglais, et est-ce que vous avez accès à une bibliothèque à des livres qui ont 200 ans? C'est ça. Non, mais il y a une novella, donc un court roman sur lequel je travaille, et qui était au départ une pièce de théâtre, écrite par un auteur qui s'appelle Wilkie Collins, qui était le protégé de Charles Dickens. Okay. Donc Dickens, on va mieux le connaître. Et en fait, c'est finalement une pièce de théâtre qui a été écrite à 4 mains. Donc au départ par Wilkie Collins, et ensuite les annotations de Charles Dickens ont fait totalement partie du bouquin. Et en fait, Dickens a joué le rôle principal de cette pièce sur scène à Manchester. Donc, je crois que c'était en 1860 par là. Et en fait, ça a été un des plus gros succès de théâtre au Royaume-Uni. Et en fait, c'est drôle parce que c'est une histoire qui reprend en fait l'exploration dont je vous parlais au début, l'exploration de John Franklin, et en fait qui lui trouve une issue. En gros, à la fin, l'un des personnages qui représente John Franklin, on le retrouve, on le sauve. Voilà, en fait, il y a une espèce de catharsis de ce traumatisme national qu'a été cette expédition grâce à cette pièce de théâtre. Ok.
Et Parce donc, que la voilà. personne n'a jamais été retrouvée dans la vraie vie. Cette expédition n'a jamais été retrouvée. Ah, ok. Ils ont disparu dans l'Arctique. Alors, spoiler, je pense qu'ils sont décédés. Désolée pour ceux que ça choque. Ils ont même été cannibalisés d'ailleurs. Donc, Oupsie. oui, Adorable. Oui, j'imagine que dans ce genre d'expédition, c'est... Tu pars, il n'y a rien à bouffer. Ça à un tourne moment donné, mal. c'était bouffe pote. ton copain, quoi. Ouais, C'est ça. Du coup, ce que tu viens de dire, ça fait écho avec une question que j'étais en train de me poser. Les nouvelles qu'il y a et les romans dans ce corpus, comment est-ce qu'ils imaginent l'expédition ? Est-ce que c'est quelque chose de positif, genre ça va vraiment en mode roman initiatique comme ça, ou est-ce que c'est un truc un peu catastrophe où à la fin tout le monde a disparu et justement ça part en cannibalisme, ou est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt des fins catastrophes ? Ah, c'est intéressant comme question. Non, c'est en général assez positif. Il faut jamais oublier que ces bouquins ont été écrits à l'aune d'un projet impérial intense. Oui, c'est pour au montrer qu'on est royaume les plus forts. Exactement. Non seulement qu'on est les plus forts, mais en plus ils avaient un attrait esthétique envers les régions polaires et c'était toujours vu comme un endroit où il faisait toujours beau. C'est l'Eldorado version froid, quoi. L'Eldorado blanc, quoi. Ouais, ok. Et il y avait notamment un mythe qui a été très présent à l'époque en Allemagne et au Royaume-Uni, qui était celui de la mer polaire ouverte. En fait, ils étaient persuadés, donc depuis le XVIe siècle, que derrière une barrière de glace arctique, il y avait en fait une mer tempérée, presque tropicale, Waouh, autour du pôle. Voilà. incroyable. Et c'est une théorie qui a connu un regain d'intérêt à partir des années 1850-1860. Donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ouais. Et qui a donc été prouvée totalement fausse. Oh, mais c'est vrai Jure. que mais c'est vrai qu'elle a été très crue à cette époque-là et en fait ça en conjonction avec cette idée du passage du Nord-Ouest qu'il fallait absolument trouver, qui était vraiment considéré comme un but britannique finalement. Ouais. Voilà, en fait, ça a vraiment nourri un imaginaire extrêmement vivace en fait chez eux. Parce que c'est vrai que pour faire un scénario d'angoisse, c'est du tout droit, quoi. Ouais. Ça envoie ton équipe, slasher. Oui. Du coup, si, moi j'ai une ref, Alien versus Predator, où effectivement, ils détectent une des bases qui est dans la calotte glaciaire. Et ça se passe là-bas. Incroyable. Bon, c'est pas du coup hyper intéressant à explorer, je pense. Non, mais il y a aussi The Thing de oui, The Carpenter. Thing, oui, putain, c'est vrai. Ouais. Donc, ok, on a quand même quelques refs, mais des c'est pas des romans. C'est pas des romans. Et est-ce qu'il y a des... Comme du coup, je suppose que le passage qu'ils voulaient trouver, c'était pour dire que c'était les plus forts et les premiers à passer par là, mais il y a aussi une raison commerciale derrière. Est-ce que c'est traité dans les romans ? Le côté un peu... ce à quoi ça va servir pour le pays d'un point de vue économique, etc. En fait, ils savaient dès le début qu'il serait assez inutile ce passage. Ok. Parce que trop dangereux, finalement. Les S'ils baleiniers... galèrent à le trouver, oui. Bon. C'est ça. En fait, les baleiniers qui allaient du coup dans la baie de Baffin, etc., risquaient leur vie à chaque fois. Et donc, ils savaient que des voyages commerciaux à travers le passage du Nord-Ouest seraient extrêmement compliqués. Donc, ça s'inscrivait beaucoup plus dans le projet d'expansion maritime et territoriale britannique qu'autre chose, en fait. Okay. Ça fait penser à l'exploration spatiale dans ce sens-là. On est les Absolument. premiers à avoir posé les pieds là, c'est à nous. Absolument. Ok. Très Et bien. est-ce qu'il y avait à peu près la même chose pour le pôle sud, du coup ? Est-ce qu'il y avait des endroits qui étaient vraiment ciblés comme on veut découvrir ça en premier ou pas du tout ? Ça s'est plus fait au début du XXe siècle. C'est vrai que le pôle sud, c'est plus comment dire il a plus fait partie du zeitgeist britannique et norvégien au XXe siècle. Il y a eu une période qui s'est appelée l'âge héroïque de l'exploration de l'Antarctique, à ce moment-là, où il y a eu des gros noms d'explorateurs qui sont sortis, comme Ernest Shackleton, par exemple. On a retrouvé son bateau en mars 2022, je crois, là-bas. Robert Falcon Scott, etc. Donc c'était plus, comment dire... quand on pense au pôle Sud et à l'Antarctique et au Royaume-Uni, on pense beaucoup plus au début du XXe siècle qu'au XIXe finalement. Ouais, ok. Donc ils ciblaient quand même plus le pôle Nord à ce moment-là. Oui. Déjà parce que c'était plus proche, je suppose. C'est ça. Et parce qu'ils avaient une logique derrière de on veut être les premiers à trouver l'endroit. C'est ça. Finalement, j'ai que 2 romans dans mon corpus qui traitent du pôle Sud. Ok. Et le traitement, il est différent par rapport au pôle Nord, où les thématiques sont les mêmes, la façon de traiter le sujet est à peu près similaire. Oui, c'est à peu près similaire. Et encore une fois, il faudra que je fasse des lectures un petit peu plus poussées pour voir les différences. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais c'est vrai que
qu'ils étaient assez... qu'il y avait un amalgame entre les deux pôles, en fait, dans l'esprit britannique. Ok. Et dans la même idée, sur le contenu de ces livres, est-ce que tu as l'impression qu'ils se ressemblent tous dans la façon dont ils traitent le sujet? Genre, c'est une expédition, ça part d'un point A à un point B, ils trouvent ou pas le passage et ça devient super, ils rentrent et ils ont tout gagné. Ou est-ce que donc ça ressemblerait presque, je veux dire, avec des gros guillemets, hein, du plagiat. Ou est-ce que c'est vraiment très différent dans la façon dont ils traitent le sujet, les auteurs? Je dirais qu'à l'exception des romans d'aventure qui étaient quand même extrêmement structurés et très codifiés, et il y avait notamment beaucoup d'imitateurs de Jules Verne à l'époque, au Royaume-Uni. Non, ce sont des romans qui traitent de ce référent spatial de façon assez différente finalement. Et il va y avoir d'un côté une histoire d'apparition fantomatique, de l'autre il va y avoir une ours qui devient presque une femme. Il y a beaucoup de choses un petit peu différentes dans ces récits d'exploration fictionnelle. Ok. Et c'est beaucoup lié à la cible, au public en général du coup? Parce que du coup, je suppose que les romans d'aventure qui sont plus codifiés, c'est plus les deuxièmes parties du 18e qui s'adressent plutôt à des jeunes. Du 19e, oui. Du 19e qui s'adressent plutôt aux jeunes. Et à l'inverse, les trucs un peu plus fantomatiques, etc., s'adressent plutôt à un public adulte, je suppose. Fait, ouais. Un peu plus expérimentaux. Absolument. Okay. Ouais. Genre livre d'auteur, quoi. C'est ça. Okay. Je fais le tour de mes questions. T'as fait le tour donc, de tes si t'en as d'autres... Là, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais mentionner en plus? Sinon, on va passer à... Est-ce qu'il y a un truc majeur sur lequel on t'a pas questionné? Un truc que tu regretterais trop de pas avoir dit? Pour l'instant, rien. Et je suis sûre que je vais passer la porte et que je vais dire « Non, j'aurais dû parler de ça. » T'inquiète, on va faire une aparté, on va parler d'autre chose. Donc, ça va peut-être te revenir. D'accord. Et puis, si vraiment t'es frustré, on peut faire un nouvel épisode plus tard pour venir discuter. Et à la fin la suite. C'est ça. Une fois que t'as fini ta thèse et où t'en es et compagnie. Quoi. Donc, ce serait avec plaisir. Alors, la question qu'on pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse? Parce que du coup, tu es financé pour cette thèse, donc tu es à temps plein au laboratoire et tu travailles. Qu'est-ce que tu fais comme loisir pour te changer les idées? Je suppose que tu ne lis pas la littérature anglaise du 19e siècle. Si. Il y a un twist. Alors, on a dit loisir. J'ai un peu la tête dans le guidon et c'est vrai que en fait, ma thèse, finalement, c'est mes lectures loisirs que j'ai transformées en mon boulot, finalement. Donc, je travaille beaucoup. Le soir, quand je rentre de la fac, c'est vrai qu'en général, je lis, je continue à travailler, etc. Après, je me suis mis au sport. Je trouve que le sport, c'est très compatible avec la thèse. J'essaie d'aller à la salle de sport le plus souvent possible, faire de la musculation, etc. Et c'est vrai que ça aère bien le cerveau quand on est sur un boulot si intellectuel tout le temps. Après, j'essaie d'aller au cinéma aussi, j'essaie de voir autre chose, de sortir un peu des régions polaires quand je peux, mais c'est vrai que c'est assez omniprésent dans ma vie aussi. Et tu lis d'autres choses que cette période en particulier ou c'est vraiment focus là-dessus? Je suis pas très attirée par le contemporain en général. Ouais, ça je peux comprendre. C'est vrai que je crois que ces 2 dernières années, le livre le plus contemporain que j'ai dû lire, je crois qu'il est sorti en 1920, pardon. Ah oui. Donc, alors contemporain. C'est ça. Donc je reste vraiment dans mon ère victorienne, en fait. Et que des auteurs britanniques? Oui. Oui, tout à fait. On est sur vraiment un focus. Ouais. J'imagine que les films que tu vas voir sont plus récents, quand même. Oui, quand même. Ok. J'espère. Oui, tout à fait, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Moi, j'ai plus de questions sur la thèse en tant que telle. Mais si, on peut peut-être demander. Donc, tu as passé la Greg, tu veux passer la qualif, donc je suppose que tu veux faire maître de conférence. Oui, absolument. C'est le but, ouais. Ok. Comment est-ce que tu vois la suite après ta thèse? Est-ce que tu sais déjà que tu veux faire des post-doctorats? Est-ce que tu as des idées de labo qui te plaisent un peu déjà ou des trucs comme ça? Pas forcément. Le seul truc que je sais, c'est que je souhaite continuer à allier enseignement et recherche. Parce que même en ce moment, pendant mon contrat doctoral, du coup, j'ai une charge d'enseignement que j'adore. J'aime beaucoup enseigner. Là, j'enseigne de la version, donc la traduction de l'anglais au français en L1, en L3.
j'enseigne la littérature britannique en L1 et littérature américaine en L2. Donc ça fait des journées bien remplies. Ouais, j'imagine. Mais j'adore, ça me passionne en fait. Et je trouve que c'est extrêmement compatible avec la Parce que pour le recherche. coup, tu fais plus d'heures que nécessaire. Enfin, dans le sens où vous avez un nombre d'heures à respecter en théorie et Oui. tu le dépasses largement, a priori. Avec ce que tu dis. En fait, non, je l'ai fait tout au premier semestre. Ouais, ok. Et ensuite, au deuxième semestre, Ah oui, d'accord. je le consacre aux communications, aux lectures de thèse, Ok. l'écriture d'articles, etc. Ok. Donc, tu as déjà écrit un article, c'est ça que tu disais tout à l'heure aussi. J'en ai écrit un qui va sortir normalement au printemps prochain Ok. sur la revue Interface, qui est une revue un peu intermédiale, littérature, images, art, etc. C'est un article sur la cartographie mensongère. Et c'est une étude comparatiste entre 2 romans d'aventure justement Ok. de la fin du siècle. Et en fait, en quoi il crée en fait une cartographie littéraire pour atteindre un pôle Nord imaginé dans ces 2 Ok. bouquins. Ouais, donc ils se créent leur propre map du monde en se disant bon, ben, ça va passer à côté de ça et ça va être comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ça, ils imaginent des îles, ils imaginent justement une mer polaire ouverte, Ouais. etc. C'est assez intéressant comme ça. Petite mer tempérée en milieu du pôle Nord. C'est ça. Mais les deux le font de la même manière, du coup, c'est ça À peu près de la même Ouais, manière. ok. Ok. Et ce sont du coup 2 auteurs différents, c'est pas 2 auteurs deux bouquins du même auteur. Ok. Et en plus, c'est 2 auteurs qui ont une vie assez similaire. Les 2 étaient écossais, les 2 ont vécu dans l'Arctique ayant été plus jeunes. Enfin, voilà. Et en fait, aucune étude les a déjà comparés, aucune étude littéraire les Ok. a mis ensemble. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et en effet, c'est assez foisonnant en fait comme Bah, comme trop étude. bien. Et tu as des anecdotes de trucs qui est ressorti de cette étude sur qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme truc complètement fantasque sur la cartographie du pôle Nord ou des trucs comme ça. Bonne question. J'ai envie de te dire, va lire l'article quand il sortira C'est ça. et tu verras. Il Non, n'est pas bah non. très long en plus, il doit faire, je crois, 8 pages, un truc comme ça, il n'est pas très long. Après, il est en anglais. Oui, bon ça. Alors, après pour les Tant que doctorants, tu- normalement ça va. Tant qu'il n'est pas en anglais de l'époque, ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Il y a juste, par exemple, une chose qui est ressortie pendant que j'écrivais cet article, c'était que, en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant d'appliquer des méthodes cartographiques en fait à l'étude littéraire. Ok. Et il y a notamment, par exemple, un concept cartographique qui s'appelle celui de Silences on the Map, enfin sur la carte, de J.B. Harley. Et en fait, il part du principe que sur les cartes, quand il y a un blanc, c'est jamais un blanc, c'est un silence. Donc en fait, c'est intentionnel. Et en fait, on veut... comment dire ? Il y a une intention derrière, en fait. Et en fait, du coup, c'est quelque chose que j'ai appliqué à mon étude parce qu'à la fin, du coup, d'un des bouquins, ils atteignent le pôle Nord, mais en fait, la focalisation reste sur un personnage qui n'y va pas et qui voit ses compagnons partir pour rejoindre le pôle Nord et qui ensuite reviennent. Donc en fait, dans le récit, dans la narration, jamais on atteint le pôle Nord. Ok. Ok. Et en fait, on le laisse Donc silencieux. on le décrit pas, on sait pas à quoi il ressemble. Voilà, il y a quelqu'un qui en parle, donc un Ouais. des personnages en parle, mais finalement, le lecteur ne le voit jamais avec ses yeux comme il le verrait sur une carte, en fait. Ok. Et donc voilà, en fait, c'est un peu cette intersection entre cartographie et littérature qui m'a intéressée dans l'écriture de cet article. C'est vrai que c'est hyper intéressant comme sujet. Ok, mais je pense qu'on a fait... Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Bon petit tour. de la thèse. On va peut-être passer aux recommandations, si Ouais. on a rien d'autre à ajouter. Moi, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que Ouais. c'est ok? Ouais, c'est Juliette, ok. bah, je t'en prie, Ok. si tu as une recommandation à faire pour nos auditeurs Recommandations, j'en ai plein des Et recommandations. auditrice. et auditrices. Alors j'en ai une. Tu peux en faire plein, t'as le droit. Ok. Moi, je vais en faire une dans mon sujet de thèse Ouais. et une qui n'a rien à voir. Nickel. Donc celle dans mon sujet de thèse, ce serait un podcast Ok. qui s'appelle Time to Eat the Dogs, Ok. Ok. d'un chercheur américain qui s'appelle Michael Robinson, qui est un chercheur de l'histoire de l'exploration polaire américaine pour le coup, et qui en fait a créé ce podcast qui s'intéresse à l'histoire de l'exploration en général. Donc en fait, à chaque épisode, il va inviter un invité, donc un spécialiste sur l'exploration spatiale, sur l'alpinisme, sur l'Afrique, sur l'Australie, sur les fonds Ok. marins, sur n'importe quoi. Et c'est à chaque fois absolument passionnant. Et voilà, j'ai passé tous mes confinements à écouter. lessiver ce podcast. Donc toi, ton dream, c'est de passer dedans. Exactement, c'est le but. Être invité
sur ta période. Ok. C'est ça, ouais, ce serait bien. Écoute, on les taguera sur Instagram, on fera tout notre possible pour qu'ils aient Génial. accès. Mais Super. du coup, ils ne parlent pas français, j'imagine. Non, je pense pas, non, c'est Bon. américain. Non, mais je vais mettre la description en anglais, hein, c'est On pas fera grave ça. On fera ça. On fera tout notre possible. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Et après, recommandation qui n'a rien à voir. Là, en ce moment, en bossant, j'écoute beaucoup le nouvel album de Tindersticks qui s'appelle Soft Tissue, qui est sorti en septembre. Ok. Je les vois en concert la semaine prochaine d'ailleurs, c'est pour ça que j'écoute leur album. Donc voilà, je le conseille pour bosser, il est particulièrement doux et voilà. Ok, c'est quoi comme style? Je connais pas. C'est donc ils sont britanniques, ils viennent de Nottingham, c'est du rock indépendant. Ok. En gros. C'est mon style, ça. C'est Je vais vraiment écouter ça. hyper sympa. Et je recommence cet album, donc Soft Tissue, mais aussi leur discographie entière, qui Ok. est fabuleuse. Ça marche. Très bien. Bon, ça, je prends comme Rocco. Vas-y, je t'en prie. À moi. Moi, alors du coup, c'est un bouquin qui se déroule au Groenland, qui s'appelle Nook de Mo Malo. Et c'est en fait c'est une trilogie. Et c'est alors je vais vous lire le résumé parce que moi j'aime bien. C'est un peu enquête policier machin parce que moi, c'est un peu mon genre de lecture, les thrillers. Du coup, c'est dans les villages du Groenland, une étrange épidémie de suicide touche les jeunes gens. La misère sociale et la rudesse climatique n'expliquent pas tout. Après un long passage à vide, la hiérarchie de Kanak Adriensen, qui est le personnage principal et qui est le flic dans ce bouquin, l'a autorisé à reprendre son poste de chef de la police de Nuuk, la capitale du pays, mais sous 2 conditions, être suivi par un thérapeute et renoncer aux expéditions sanglantes qui ont fait sa réputation. Hélas, ces démons le reprennent vite, aux grandes dames de son adjoint Inuit. Kanak découvre que les différentes morts sont liées par des traces de passage d'un mystérieux chaman, donc on est encore sur l'imaginaire un peu, chez plusieurs victimes. Et partout où se rend le policier, lui sont livrés, colis après colis, des pièces d'un puzzle macabre. Paranoïaque, dit-il, Kanak veut prouver à tous que ses failles n'ont pas atteint ce qu'il a de meilleur en lui, son instinct de chasseur. Oh, waouh. Et c'était ça a l'air super. génial. C'était super. Donc moi, je l'ai déjà lu et je vais le relire parce qu'en fait, quand j'y ai pensé par rapport à son sujet, je me suis dit, mais attends, mais j'ai lu un truc en rapport avec ça. Et du C'est un coup, peu ça un donne- polar polaire en fait. C'est exactement. Oh, Wow. ouais. On a de la tagline Ça- pour C'est un polar, exactement. la vente. Parfait. Avec du chamanisme, des suicides, des jeunes et de la misère. Voilà. Et un peu des trucs d'Inuit, de locaux versus... Et il est sorti quand ce bouquin? je crois que c'est 2019. Ok, donc c'est assez récent. C'est récent, ouais. C'est le 2e sur 3, mais ils se lisent indépendamment les uns des autres de toute façon, parce que j'ai commencé par celui-là et j'avais pas lu Kanak, qui est le premier avant ça. Voilà. Trop Ça bien. ressemble à ça. En plus, il y a un petit renard polaire dessus. Waouh. Et il est trop mignon. Oui, il y a ma maman qui recommande également, du coup. Oui, parce que je vais le faire. Et moi, je vais recommander un film, parce que j'ai réfléchi. Et donc, on sort du mois d'octobre, et c'était donc le marathon des films d'horreur chaque semaine, au moins 3 environ. Et il y en a un que je connaissais pas du tout et qui m'a quand même marqué, qui s'appelle Oddity, qui joue un peu avec le principe de est-ce que c'est surnaturel, est-ce que c'est juste les gens qui sont horribles. Et on n'a jamais vraiment de réponse. Et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que quand on joue un peu avec le surréalisme sans jamais sans donner de réponse et en restant subtil et en jouant avec les codes du genre. Et ce film le fait extrêmement bien. Donc je vous le recommande. Je crois que c'est le 2e film de son réalisateur dont je n'aurai pas le nom malheureusement parce que je n'ai rien préparé. C'est honteux. Donc débrouillez-vous avec Oddity à regarder. Ouais, de toute façon, je le mettrai en description avec le nom du Sinon, je réel, rajouterai tout ma voix avec pas du tout le même ton par-dessus. ça. Le Voilà, monteur là, je la mets. qui fait des têtes tout bizarres. Et trop bien. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Où c'est qu'on peut nous retrouver, Laura? J'en ai aucune idée. Oh, c'est encore à moi de le faire. Ouais, je Ok. pense bien. Alors, comme tous les épisodes de podcast, on peut le trouver sur toutes les plateformes de podcast, comme Apple Podcast, Mhm. Deezer, Spotify, Podcast Addict, pour en citer un qui n'est pas payant. On peut aussi nous retrouver sur Ocha, qui est la plateforme qui nous héberge. Et on peut me retrouver raconter des conneries et voir quand un épisode sort sur Instagram, parce que je tiens la page Taisez-vous d'Instagram. Et voilà. On va vous solliciter sur Instagram aussi pour des Ouais. sondages et des anecdotes. Donc, si on vous invite à participer, s'il vous plaît, on va en avoir besoin pour un Parce qu'en épisode. fait, on a envie de faire un épisode de Noël pour éviter de sortir un épisode classique à Noël. Sauf que du coup, il faut qu'on trouve des idées de trucs à raconter.
Ça, c'est plus compliqué. Vous serez sollicité. Donc, participez, s'il vous plaît. Participer. Voilà. Et on se retrouve au prochain épisode. Ouais. Salut. À bientôt. À la prochaine. Merci, salut.